Et donc, on va passer à une communication de cardiologie interventionnelle. Après, tout le monde parle du TAVI. Maintenant, on va nous parler avec Emmanuel Messas et Benjamin Bertrand du traitement non invasif du rétrécissement aortique par ultrason. Monsieur le Président, donc c'est d'abord Monsieur Bertrand qui va intervenir de la société et ensuite le professeur Messas pour l'aspect médical. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, je suis ravi d'être ici. Donc, je suis le directeur général de la société CardiaWave. Il se trouve que le professeur Emmanuel Messas est interviewé par BFM en ce moment même, doit finir à 15 et nous rejoint en Zoom. Donc, la présentation est prévue en 2 temps. Une pour présenter la technologie et les résultats préliminaires. Et puis ensuite, il m'a été demandé de présenter les enjeux, les difficultés à mettre sur le marché et donner accès à de l'innovation disruptive aux patients en France. Il y a beaucoup à dire. Donc, j'essaierai de traiter ces 2 sujets si vous voulez, si vous avez un problème de timing avec Emmanuel, on peut éventuellement faire passer le dernier orateur, Arlette, et que vous puissiez intervenir après. C'est comme vous préférez. Comme vous le souhaitez. Emmanuel devrait nous rejoindre pour les questions-réponses et je peux commencer sans mal. Parfait. Alors continuez, merci beaucoup. Bon, parfait, merci beaucoup. Donc, quelques mots. L'équipe de CardiaWave, c'est un spin-off, c'est issu de travaux académiques de l'Institut Langevin et de Physique pour la médecine, qui travaille dans le domaine des ultrasons à la fois pour l'imagerie en diagnostic, mais également dans le domaine de la thérapie depuis 30 ans, sous l'égide de Mathias Fink et Michael Tanter. De ces travaux sont nées la société CardiaWave en 2015, qui a 15 personnes vraiment ingénieurs spécialisés, j'y reviendrai, des savoir-faire très basés à Paris et évidemment accompagnés par un certain nombre d'experts médicaux dans le domaine de la sténose aortique, qui est la maladie qu'on cherche à traiter. Donc j'irai très brièvement sur cette diapositive, juste pour vous rappeler que la sténose aortique, c'est comme Parkinson, enfin le rétrécissement aortique calcifié ou Alzheimer, première cause de mortalité cardiovasculaire, avec le vieillissement des populations et un diagnostic qui ne cesse de s'améliorer. Pour vous donner quelques chiffres, il y a différents stades de sévérité de la maladie. Le stade dit sévère, symptomatique, c'est 1,3 million de personnes en Europe. Et tous les patients qui sont atteints, pas seulement parce qu'ils ne sont pas diagnostiqués, ne peuvent pas bénéficier de la réponse médicale actuelle qui consiste à remplacer la valve, soit par chirurgie, soit par TAVI. Donc voilà un petit peu la situation. Enjeu majeur de santé publique et on ne sait pas trop quoi faire de patients qui sont en phase d'évolution vers le stade sévère et symptomatique. Donc j'ai déjà cité ces chiffres. Ça, c'est vraiment partagé en France, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Et il y a vraiment une problématique au niveau des payeurs, également pas mal de restrictions, soit au niveau des infrastructures, soit au niveau des payeurs. Mais donc on a tous ces patients qu'on voit dans les centres avec lesquels on travaille, qui ne sont pas en mesure de traiter malheureusement tous les patients qui sont atteints. Et donc, le projet est né de ce constat et de cette technologie qui avait été développée par l'Institut Langevin. Donc, on a une approche qui est vraiment très innovante. On va délivrer de manière complètement non invasive. Depuis l'extérieur du corps, on délivre des ultrasons thérapeutiques focalisés. Ça existe déjà sur le marché pour délivrer des énergies thermiques qu'on appelle le HIFU. Donc, c'est de la nécrose de l'ablation thermique. Et nous, on utilise des ultrasons et des paramètres thérapeutiques tout à fait nouveaux, puisqu'on va créer une énergie mécanique. Donc, on focalise des ultrasons on focalise les ultrasons qui vont augmenter la pression de manière drastique au niveau du cœur et va se former ce phénomène qu'on appelle la cavitation, des petites bulles de cavitation microscopiques qui oscillent et qui presque immédiatement implosent du fait de la pression de l'environnement et du corps. Et en implosant, ça crée des ondes de choc. Et donc ces ondes de choc vont venir ramollir les tissus cardiaques, notamment les feuillets valvulaires, craquer, fragmenter les calcifications qui sont incrustées dans les feuillets valvulaires, et on va restaurer la pliabilité des feuillets finalement et avoir immédiatement une meilleure ouverture de la surface de l'ouverture aortique et une amélioration des paramètres hémodynamiques évidemment et du gradient de pression. Donc là vous avez une image du dispositif médical dans sa 2e génération et qui bientôt va entrer en phase d'études cliniques pivotales. On a déjà traité 34 patients et
Donc l'opérateur positionne sur cœur battant du patient l'applicateur qui contient une sonde d'imagerie qu'on positionne entre l'espace intercostal de manière à visualiser en temps réel et en permanence la valve aortique. Ensuite, tout est synchronisé par logiciel. Il y a beaucoup de technologies. Donc, le cardiologue va sélectionner le feuillet ou la zone du feuillet à traiter et on synchronise complètement la thérapie et l'imagerie. Donc, ce sont deux composants hardware et on a dû tout développer nous-mêmes puisqu'il n'y avait rien sur le marché disponible, ce qui était pas une sinécure, mais ça faisait l'objet de développement de technologies innovantes où vous n'avez pas d'offres disponibles sur le marché. Donc, voilà les grands principes. Je voulais signaler, donc ce n'est pas de l'énergie, c'est pas du HIFU, c'est pas non plus de la lithotripsie, ça présente pas mal d'avantages. Les principales différences, c'est évidemment les paramètres thérapeutiques qu'on utilise, mais ce sont des pulses, des émissions qui sont extrêmement courtes, à peu près 5 microsecondes. Le HIFU, par exemple, vous devez avoir 1 à 5 secondes d'émission continue pour créer ce phénomène d'échauffement. Donc, on a vraiment des émissions qui sont très, très courtes et qui permettent de ne pas endommager les tissus qui sont traversés par les ultrasons. Et donc, on arrive vraiment à aller en profondeur dans le corps et atteindre le cœur en dépit des obstacles du muscle et de la cage thoracique. Donc, aucun dispositif sur le marché qui utilise ce type d'énergie, ce qui présente beaucoup d'avantages pour protéger, notamment au niveau de la propriété intellectuelle, mais ce qui est très délicat quand vous discutez avec les autorités compétentes, puisqu'on n'a pas de comparateur, on n'a pas de littérature scientifique sur laquelle s'appuyer, uniquement nos données précliniques en banc hydraulique ou sur des modèles animaux. Donc, on a débuté l'étude en France et aux Pays-Bas, à l'hôpital européen Georges Pompidou et dans un centre privé aux Pays-Bas qui s'appelle Breda. À date, on a traité 34 patients, donc 30 en France et aux Pays-Bas, 4 en Serbie pour une étude qu'on a débutée il y a peu de temps. C'est très, très encourageant vraiment en termes de safety. On n'a pas eu d'événement à signaler majeur pendant la procédure ou dans les 30 premiers jours. On a été relativement prudent dans les doses délivrées, évidemment, puisqu'il s'agissait vraiment d'une première mondiale. Et en Serbie, on a commencé cette nouvelle étude en faisant des IRM aussi, puisque les principaux risques anticipés liés à la thérapie, c'était des relargages de débris et des AVC, évidemment, ça c'est le premier risque. Le deuxième, c'était des phénomènes inflammatoires assez graves qui auraient pu conduire à des insuffisances, enfin la régurgitation aortique. Et le troisième risque, c'était pendant la procédure, le niveau d'énergie qu'on délivre est très très important et on s'attendait à avoir des troubles du rythme cardiaque ou de conduction non transitoire qui exigerait l'implantation d'un pacemaker. Donc tout ça n'est pas arrivé et on s'apprête, fort de ces résultats, comme je vous l'ai dit, à débuter notre étude clinique à visée marquage CE. Donc là, vous avez un film de la procédure qui vous montre, c'était à Breda. Donc c'est dans un cath lab, hein, c'est une salle très contrôlée pour les besoins de l'étude clinique. Vraiment, on a fait les dernières procédures jusqu'à la chambre du patient, mais ça peut être dans n'importe quelle salle opératoire. On n'a pas besoin d'équipement particulier et c'est un traitement qui, nous l'espérons, deviendra très rapidement ambulatoire. Donc aujourd'hui, on fait un monitoring des patients pendant 24 heures, évidemment. Et là, vous voyez, alors pardon, hein, il y avait le positionnement de l'applicateur sur le thorax du patient. Alors, l'imagerie échographique, ultrasonore n'a pas la même qualité que l'IRM, évidemment, mais les échocardiologistes savent lire et interpréter ces images. Et donc, on sélectionne la zone thérapeutique et on fait 6 sessions de 10 minutes et on arrive à ces résultats qui sont très, très, très prometteurs. Donc, l'étude en 2 mots qui a été réalisée l'an passé, on a terminé les inclusions en octobre 2021, il s'agissait évidemment de valider l'innocuité du dispositif. On cherchait également quand même à mesurer la performance, à la fois avec les changements et les améliorations des paramètres hémodynamiques et également qualité de vie. Donc on ne pouvait pas faire des tests d'effort parce qu'on avait des patients classe NIA 4 en chaise roulante, c'était très très compliqué évidemment, mais on a fait questionnaire KCCQ ou le NIA, l'indicateur d'insuffisance cardiaque. Donc les quelques résultats qu'on peut vous donner, donc les patients qu'on a été amenés à traiter sont évidemment des patients qui étaient diagnostiqués sévères, symptomatiques, mais non éligibles à la fois à la chirurgie et au TAVI, donc des patients très fragiles avec des espérances de vie très courtes. Donc c'était vraiment un challenge de traiter ces patients sans anesthésie générale, je ne l'ai pas précisé, et avec des paramètres avant thérapie assez critiques. Et donc la première conclusion qu'on peut tirer, qui était notre principale préoccupation au niveau de l'innocuité, c'était l'absence d'événements neurologiques qui ont été détectés. On commence à collecter des IRM avant, après thérapie pour vraiment s'assurer qu'il
qu'il n'y a pas d'embol au niveau d'IRM cérébral. Et donc ça, c'était également pour confirmer avec le questionnaire MMSI qu'il n'y avait pas d'altération des fonctions cognitives des patients. Et ce qu'on voit au niveau de la surface d'ouverture aortique, en rouge, vous avez la progression naturelle de la maladie et vous avez donc la progression de la surface d'ouverture aortique pour ces patients qui ont été traités, qui étaient excessivement calcifiés. On avait des scores calciques vraiment très très élevés et on ne s'attendait pas nécessairement à avoir ces niveaux de performance avec une très forte hétérogénéité d'un patient à l'autre. Donc, je l'ai précisé, une amélioration d'une ou deux classes du score NIA pour les patients qui ont reçu le traitement. Et puis également, au niveau du questionnaire KCCQ, on voit cette amélioration entre avant thérapie à 30 jours, qui continue à s'améliorer à 30 mois. Et ça, c'était une surprise du traitement. On le voit aussi sur les paramètres hémodynamiques. C'est que il y a une forme de latence d'efficacité du traitement. On ne sait pas si c'est dû au remodelage du ventricule gauche. On n'a pas assez maintenant de cas pour vraiment conclure, mais il y a cet effet latent sur un certain nombre de patients qui ont été traités. Donc aujourd'hui, les comités éthiques, évidemment, ont exigé qu'on débute avec des patients qui étaient sans solution thérapeutique, mais qui sont des cas excessivement difficiles. Donc dans le cadre de la prochaine étude clinique, on va progressivement élargir les critères d'inclusion. Et donc ces critères deviennent les patients qui sont non recommandés au TAVI, les cas de bridge, et puis les cas de certains patients qui refusent des chirurgies, très souvent pour des raisons religieuses. Donc la mise sur le marché, l'indication couvrira ces trois groupes de population. Et à terme, l'ambition, c'est de pouvoir traiter des patients qui sont jeunes, sévères symptomatiques, de manière à pouvoir différer, ralentir la progression de la maladie et différer la première implantation. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, et ça c'est partagé partout, c'est on implante de plus en plus tôt chez les patients jeunes, et c'est une vraie difficulté à 60 ans, 65 ans. On sait qu'à 75 ans, et ensuite à 95 ans, à 85, il faudra probablement faire une troisième implantation, ce qui est techniquement très, très, très compliqué, présente des risques pour les patients. Et côté payeur, ils cherchent à trouver des options pour pouvoir, dans le parcours thérapeutique des patients, à pouvoir différer ces premières implantations. Donc voilà la situation, et à très très long terme, on espère, avec notre technologie de plateforme, pouvoir traiter d'autres maladies de manière non invasive. Il y a la révolution robotique, je crois que c'était le sujet auparavant. Il y a toutes ces thérapies non invasives ultrasonores qui se développent maintenant et qui présentent un potentiel très très important. Donc voilà pour la partie un peu technologie médicale. Je voudrais juste partager avec vous le parcours du combattant, parce que c'est pas ma première entreprise entrepreneuriale dans le domaine de la santé. Et alors dans le dispositif médical, il y a une réglementation qui est très très changeante en ce moment, puisqu'un nouveau règlement qui régit l'activité des fabricants de dispositifs médicaux qui a été mis en œuvre en avril-mai de cette année. Et donc là, vous voyez les différentes étapes. Il y a le développement, la mise sur le marché. Une fois que vous avez mis sur le marché, vous devez faire un suivi, des post-market studies évidemment, et gérer tout le cycle de vie du produit. Et ce sont des considérations qu'il faut prendre très très tôt dans le développement d'un dispositif médical. Ça va de l'obsolescence des produits, les normes REACH, la sécurité électrique, le rayonnement. Donc c'est assez complexe. En préclinique, dans notre cas, et c'est assez intéressant, je l'ai dit, on n'avait pas de modèle animaux, donc ça n'a pas été simple d'aller discuter avec la NSM ou les autorités compétentes pour obtenir l'autorisation de débuter les premiers essais cliniques. Au niveau de la clinique, et j'y reviendrai, évidemment, on a été impacté par le Covid, mais auparavant, on pouvait discuter assez aisément avec nos organismes notifiés. Donc, le dispositif médical, c'est régi en Europe. Vous avez des organismes notifiés qui vont vous délivrer l'autorisation de mise sur le marché, et elles sont assez réticentes maintenant à vous donner un éclairage, ou pas du conseil, mais à relire et vous donner des conseils sur la stratégie clinique. Donc, c'est un vrai risque pour des jeunes sociétés de se lancer dans un programme de développement clinique, de présenter les résultats, et l'organisme notifié vous dit c'est pas ça que j'attendais, et donc il faut retourner en clinique. Donc c'est assez compliqué, et évidemment vous devez avoir l'autorisation de marquage CE. Une fois que vous avez votre organisation qui respecte un système de management de la qualité, que vous avez votre dossier technique bien ficelé et des résultats cliniques concluants, mais avec un niveau d'exigence plus élevé aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas montrer que de la safety, il faut vraiment montrer un bénéfice et de la performance pour le patient.
Donc, pour la start-up, évidemment, le nerf du développement, c'est du financement. Et comme une start-up, vous prenez une technologie de l'académique, vous n'avez aucune entrée d'argent. Donc, il faut financer, mettre le bleu de chauffe, faire des levées de fonds auprès d'investisseurs. Et grâce aux aides aussi publiques, et notamment BPI, qui est un formidable acteur pour soutenir l'innovation en France. La propriété intellectuelle, c'est quelque chose aussi qu'il faut considérer très, très en amont, parce que c'est ça qui va vous permettre de protéger votre marché, mais surtout de lever des fonds. Donc, les investisseurs regardent évidemment ces actifs immatériels de manière très sensible. Et un enjeu qui semble trivial, mais pourtant il est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché et dans le domaine du dispositif médical, il y a des problématiques de filière, donc il y a des besoins en formation, il n'y a pas assez de compétences disponibles sur le marché, il y a un peu une guerre des talents et sur les grands groupes dans le dispositif médical et notamment en cardiologie, beaucoup sont partis aux États-Unis avec des niveaux de rémunération élevés qu'une start-up ne peut pas se payer, donc c'est assez compliqué de former des équipes qualifiées avec les compétences requises, donc ça c'est une autre difficulté évidemment. Et nous, on a souhaité internaliser complètement le savoir-faire. Donc, on est allé piocher, on a 12 nationalités différentes sur les 30 salariés de la société, mais c'est un vrai challenge. Et un autre challenge, donc je vous l'ai dit, on a dû développer nous, ce dispositif en partant d'un projet papier et donc dans ce qu'on peut appeler la chaîne de valeur au niveau de l'industrie, on a dû grandir avec l'aide de certains sous-traitants, mais il y a certains sous-traitants, on leur vient en aide pour les aider à monter en compétences et en qualité, puisqu'il n'y avait rien de disponible, c'est basé sur nos spécifications techniques. Et en Europe, il n'y a pas de gros intégrateurs, à part les gros imageurs industriels comme Philips ou Siemens, il n'y a pas de gros intégrateurs. Donc ça, c'est une vraie difficulté en Europe et en France. Et pour finir, et ce sont les deux principaux enjeux, donc les études cliniques, ça vous connaissez, je vais aller rapidement, donc c'est très important de bien les designer en amont. Et aujourd'hui, on nous demande d'anticiper aussi les exigences des payeurs. Donc quand on définit une endpoint, c'est important d'avoir des approches aussi médico-économiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et les deux principaux enjeux, je pense, auxquels sont confrontés les fabricants de dispositifs médicaux, il y a cette fameuse réglementation. Donc pour faire court, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, il y avait une directive, donc a été mis en place ce règlement. Donc avant, vous aviez à peu près 40 organismes notifiés en Europe. Il n'en reste plus qu'une dizaine aujourd'hui. Donc tout un tas de sociétés qui étaient accompagnées par ceux qui ont disparu, maintenant doivent travailler avec les 10 qui sont encore actifs, ce qui fait une charge de travail complètement démentielle. On demande à ces organismes notifiés de valider, d'instruire les dossiers de manière plus approfondie. Et on leur demande aussi, il y a tout un tas de produits qui existent, qui sont sur le marché, qui doivent à nouveau être recertifiés ou qualifiés avec des études cliniques. Donc ça pose énormément de problèmes. On pense que 10% des boîtes vont disparaître, que peut-être 30% des gammes de produits vont disparaître, parce que certains ne feront pas l'effort sur des produits arrivés à maturité pour les recertifier. Mais pour une start-up, le problème, c'est les délais d'instruction qui sont excessivement longs et on ne sait pas trop à quelle sauce on va se faire manger. Donc nous, on a essayé de discuter avec notre organisme notifié pour valider, par exemple, la stratégie clinique et eux ne souhaitent plus se mouiller. Avant, on pouvait avoir des allers-retours constructifs et maintenant, c'est très, très compliqué. Donc ça, c'est un risque majeur. Et dernière problématique, c'est le remboursement. Donc le dispositif médical, en dépit de la construction européenne, il faut négocier avec chaque pays pour obtenir le remboursement. C'est très très long. Donc une fois que vous avez l'autorisation de mise sur le marché, parfois c'est 2 ans, parfois 5 ans, parfois plus. Vous avez EDAP TMS qui est dans le domaine de l'urologie, qui sont toujours pas remboursés en France, ils le sont à l'étranger. Donc ça c'est un vrai enjeu et c'est une difficulté. Et si vous voulez, aux États-Unis, il y a eu un mouvement balancier inverse, c'est que l'agence américaine, la FDA, qui observait que tous les essais cliniques et les développements de technologies se faisait en Europe, on se sont mis un peu en position facilitatrice, conseil, aide beaucoup pour faire les essais cliniques. Il n'y a pas la MDR et au niveau du remboursement, vous adressez tout de suite un marché, j'allais dire, national. Et donc, la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus de technologies européennes et françaises qui vont aux États-Unis et plutôt que rester en Europe. Et pour l'accès aux soins de technologies innovantes et pour les patients, à moyen terme, je pense que c'est quelque chose qui sera pour la collectivité. Fort heureusement, en France, il y a un dispositif qui permet de rembourser de manière anticipée certains actes qui s'appelle le forfait innovation, mais c'est vraiment ce sont des cas d'exception. Et juste pour finir, parmi les autres enjeux, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, mais il y a également, une fois que vous avez franchi toutes ces étapes, il faut mettre en place aussi dans la chaîne de valeur la distribution, la maintenance. Et donc, ce n'est pas chose aisée, évidemment. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.
vous félicite. Merci. Il faut quand même se mettre de temps en temps à la place des fonctionnaires, parce que quand ils commencent leur métier, première chose qu'on leur dit, ne signez pas. Et voilà, il ne faut quand même pas oublier, parce que quand il y a un problème judiciaire, ils sont devant les tribunaux en disant pourquoi vous avez fait ça. Donc, troisièmement, tous les médecins, toutes les institutions, nous sommes tout à fait au courant et d'accord avec vous qu'il faut simplifier. En tout cas, ce qu'avec l'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie, on pousse, c'est des autorisations expérimentales, temporaires, pas généralisées, et avec l'évaluation. Ce qui va vous faciliter, avec les prises en charge, ce qui va vous faciliter la vie, croyez-moi qu'on est au courant de tous vos ennuis, mais c'est pour ça qu'on vous félicite. Je viens de l'aspect médical. Vous avez parfaitement raison, on ne peut pas mettre à tout le monde d'état vie. C'est quand même 2% de mortalité, 12 à 15% de troubles de rythme, donc à peu près 6 à 8% que ça se termine par un pacemaker. Il y a 5-6% d'AVC, donc il y en a un ou deux avec des séquelles importantes des définitives. Il y a à peu près 1% des ruptures du cœur, etc., etc. Donc, quand on parle, on dit que vie c'est merveilleux et c'est vrai, mais quand on va dans la réalité, c'est pas beaucoup, mais quand ça vous arrive, c'est beaucoup. Donc, les techniques que vous avez, c'est très bien parce que ça peut se faire en éliminant tout ça. Mais, il y a un mais, c'est que quand vous faites des avis dans les groupes, il y a 10% des gens qui n'ont pas d'insuffisance aortique associée. Et dans les registres d'état vie, vous voyez que plus de 50% des patients ont une insuffisance aortique associée significative. Est-ce que c'est un aspect que vous avez tenu compte dans votre technique? Alors, c'est une très bonne question, hein, et effectivement, dans la première étude, on a accepté, il n'y avait pas de critères d'exclusion, on était exclus les régurgitations sévères, mais on prenait les modérés. Et on se demandait si, en restaurant l'appliabilité des valves, on aurait peut-être un effet favorable de diminuer la régurgitation et l'insuffisance. Ce qu'on a vu sur les 34 patients, c'est qu'il y a 6 cas où on a amélioré la régurgitation, 2 où on a dégradé, et le reste est stable. Mais c'est encore très, très préliminaire et on commence à peine à avoir les données de suivi à 12 mois. Mais dans les critères d'inclusion, et une fois que ça sera mis sur le marché, ça sera évidemment une considération à avoir et ça sera potentiellement un critère d'exclusion. Vous avez raison. Juste une réflexion. Vous savez, avec l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie, il y a un gros travail. Je vous recommande, je ne sais pas si vous êtes peut-être déjà en relation avec le groupe qui s'occupe des DMI et en particulier de la problématique du DMR ou MDR, dont vous avez parlé, européen, parce que c'est un vrai sujet et sur lequel, d'ailleurs, hier, on était en réunion avec Jacques Caton. Je vous recommande de prendre contact avec lui parce qu'il y a vraiment un énorme travail qui est fait dans ce sens. Oui, c'est comme ça. Moi, je suis d'accord. Il faut que j'y aille. Sur le parasite. Donc, il y a un travail pour tenter de faire repousser l'application de la réglementation européenne au moins de 3 ans, parce que ce que vous avez signalé en particulier, les agences de notation, de notification, sont devenues beaucoup insuffisantes par rapport au flux de dispositifs qu'il faut évaluer dans des conditions complexes, et en particulier pour l'innovation, comme ça. C'est un vrai sujet de difficulté. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut vraiment vous rapprocher de ce groupe de travail, je vous le recommande. Merci. François, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, je crois que ce qui a été dit de la part de l'orateur et puis des réponses que vous avez faites correspondent tout à fait à la réalité. Il y a une première difficulté, c'est pour avoir la norme CE avec le problème des organismes de notification actuels. Après, une fois qu'on a passé cet obstacle, la bonne nouvelle, c'est que pour l'inscription sur la liste des actes et prestations et pour le remboursement, il a été créé avec la création du Haut Conseil des nomenclatures les phénomènes d'inscription provisoire, c'est-à-dire que pour les firmes et notamment pour les startups qui ont des matériaux qui ont été considérés
avec une amélioration du service rendu suffisante et de degré 1, 2 ou 3, on a la possibilité de faire des inscriptions temporaires, ce qui fait que pendant 3 ans, il y a un tarif qui est donné. Donc, la start-up peut vendre ses dispositifs médicaux et au bout de 3 ans, on vérifie en fonction de l'évaluation des registres pour savoir si le prix est bien, s'il doit être augmenté, diminué, ou voire même s'il faut arrêter tout parce que ça n'a pas répondu au progrès qui était attendu. Mais donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà puisqu'on commence à l'utiliser, mais il est sûr que ça ne peut s'utiliser qu'après la certification européenne. Merci beaucoup, François. Alors, on a en ligne Emmanuel Messas qui va peut-être te répondre, puisqu'on va passer le relais. Et puis, parallèlement, il y a une question de Daniel Loisance, notre chirurgien cardiaque, qui a certainement des remarques à nous faire valoir. Merci. Emmanuel, d'abord. Emmanuel Messas, bonjour. Bonjour. Allô? Vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Oui? Allô? Oui, oui. Parfait. Alors écoutez, moi je viens d'arriver sur le site, donc c'est difficile pour moi de commenter. J'ai vu qu'on parlait d'études CE. Bon, je pense qu'on va peut-être parler de la technologie et parler un peu de notre expérience sur cette step du CE. Parfait. Alors peut-être Daniel Loisance avait une question à poser. Daniel, tu nous entends? Est-ce que tu peux intervenir? Il faudrait que tu réactives ton micro. Oui, merci de me donner la parole. Tout d'abord, un commentaire. Bravo pour cette magnifique entreprise. Il faut vraiment et beaucoup de courage dans le contexte actuel de lancer la mise au point et l'évaluation d'une technique aussi disruptive. Alors, une question très courte. J'ai été surpris de voir que vous ne donnez aucun chiffre sur l'évolution des gradients transvalvulaires. Probablement, vous avez cette information et je serais très curieux de connaître l'amélioration de ce paramètre. Emmanuel, tu peux répondre? Il a lâché sa connexion. Alors, c'est peut-être… Alors, Benjamin, la réponse n'est pas du tout aussi qualifiée que celle d'Emmanuel. Non. Alors, il se trouve qu'on avait une grande majorité de patients qu'on appelle low flow, low gradient, donc parfois à 10, à 15 de mercure. Et donc, en regardant la littérature, hein, ça nous semblait plus pertinent d'utiliser l'AVA. Mais on observe évidemment une diminution hein, du gradient de pression moyen. On regarde aussi les autres paramètres tels que la Vmax ou le cardiac output. Mais alors là, les chiffres précis, il faudrait la réponse de Emmanuel, qui est beaucoup plus qualifié que moi pour… Apparemment, il est plus en ligne, donc on aura peut-être… Désolé. Dans les paramètres et dans l'étude clinique, ce sont des données évidemment qu'on évalue et qui font partie du protocole. Comme l'a fait remarquer Daniel Loisance, c'est vraiment une technologie disruptive complètement, puisqu'il n'y a aucune intervention, il n'y a aucune anesthésie, c'est un truc extraordinaire. Donc si ça marche, vous avez un grand chemin devant vous, là. Nous l'espérons. Est-ce qu'en dehors des calcifications, est-ce que l'action de ces ultrasons particuliers peut agir sur les tissus tumoraux? Moi, ce qui m'intéresse, les séquelles de thrombose, est-ce que sur les tissus fibrotiques anciens qui souvent ont tendance à se calcifier dans les thromboses veineuses profondes, par exemple, est-ce qu'on a peut-être une action potentielle? Alors, est-ce que Manuel nous a rejoint? Sinon, bon, Sinon, moi, j'avais une autre question auquel Benjamin pourra peut-être répondre. Attends, il va répondre déjà à ma question, puis après, tu pourras reprendre la parole. Donc, il y a une société américaine qui a la même approche que nous, qui utilise la cavitation, mais qui n'est pas encore sur le marché, qui est en phase clinique, qui cherche à traiter des tumeurs de la prostate et du foie. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de détruire des tumeurs avec cette énergie. Ça, c'était la première question. On avait commencé, nous, à travailler sur la thrombose veineuse profonde, avec des modèles animaux assez aboutis hein, au niveau et on arrivait à recanaliser de manière stable avec une couche de cellules endothéliales hein, et on préservait les valves. Donc, c'était très encourageant. On a même
déposer un brevet là-dessus, mais comme on a des moyens limités, on est vraiment focalisé à 100% sur le développement de l'indication de la sténose aortique. Mais il y a effectivement une application potentielle possible pour d'autres indications. Et au niveau des calcifications, effectivement, ça peut être des tissus fibrotiques. On sait qu'on a de l'efficacité aussi sur la fibrose, mais aussi sur les calcifications. Oui. Merci beaucoup. Alors, il y avait une dernière question de François. Il y a un commentaire, si je peux faire. C'était pour savoir, il y a une autre entreprise dont je ne me souviens plus le nom, qui propose un matériel de lithotripsie pour les calcifications coronaires. Est-ce qu'elle utilise les mêmes principes que votre technique? Alors, oui, c'est la société qui s'appelle Shockwave Medical, qui est cotée en bourse aux États-Unis. Alors, eux utilisent un système, c'est un petit ballonnet avec 3 émetteurs. Ils envoient des ultrasons non focalisés. Donc, ça marche bien au niveau des calcifications coronaires. Ils ont sur leur feuille de route le traitement de la sténose aortique, mais ils ont des grandes difficultés techniques puisqu'ils ont du mal à contrôler la propagation des ondes et ça crée beaucoup de troubles du rythme. Et ils sont assez moins spécifiques et évidemment, ils sont invasifs puisque c'est par voie percutanée qui peuvent émettre les ultrasons. Écoutez, on va clore cette intervention. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on parle de technique interventionnelle. Vous voyez, là actuellement, c'est vraiment de l'intervention sans intervention, donc complètement extracorporelle. C'est donc une nouvelle voie que vous êtes en train d'ouvrir. Bravo, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Extracorporelle et l'interventionnel. Et interventionnel. Oui, c'est dedans.